Bon général, bonjour. Bonjour. Je pars de l'idée que nous allons avoir des univers de plus en plus complexes, avec de plus en plus de chocs, mais surtout de l'inconnu. Et ce qui m'intéressait en vous rencontrant et en pouvant échanger avec vous, c'est de repérer dans l'expérience que l'on a, et en France, il y a eu les attentats de 2015, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est et après, quel type de questionnement il faut pouvoir se poser, quel type d'échange il faut avoir entre les uns et les autres pour être toujours à la pointe des questionnements qu'il faut avoir en tête, quel type d'organisation on peut mettre en place pour faire face à des menaces qui sont théoriques mais qui peuvent se passer 2 heures après, quel type de préparation des équipes, et puis aussi probablement comment dans tous nos pays préparer des dirigeants qui auront à prendre sur leurs épaules des situations de très grande ambiguïté, les préparer non pas seulement à monter une organisation de crise dans laquelle ils auraient leur place attitrée, mais quel type de questionnement à eux aussi ils doivent avoir en tête pour prendre des décisions stratégiques qui vous seraient utiles, vous, sur le niveau opérationnel, et à votre niveau, à vous, quel univers vous avez en tête, en reprenant les expériences que vous avez eues sur tous les terrains, l'expérience de Paris particulièrement, et tout ça pour que la voix de Paris, grande capitale internationale, exposée comme d'autres capitales, mais peut-être autant plus que d'autres, qu'est-ce que Paris a à dire aux autres, et qu'est-ce que vous, éventuellement, vous voudriez poser comme question à d'autres, pour que ce cheminement soit en marche, et qu'on puisse progresser dans ce terrain qui aujourd'hui est l'autre, c'est-à-dire l'inconnu. Voilà un peu ce qui m'amène à vous parler, parce que j'ai été passionné par ce que vous me disiez quand on s'était rencontrés. Donc plutôt que des questions-réponses de qu'est-ce que vous avez fait tel jour, c'est plutôt quel est votre univers de pensée, votre univers d'initiative, votre univers de sensations et oui, de prise d'initiative aujourd'hui pour faire face à ces sujets qui sont tout à fait ouverts. C'est à la fois une question qui est très riche et très complexe, mais paradoxalement, je vais y répondre de manière très simple. Et ça commence par l'objectif face à ces crises incertaines qui ne sont pas encore complètement définies, qui ne sont pas dimensionnées, qui concernent l'ensemble des secteurs de notre vie économique, de notre vie sociale, qui concernent bien entendu les acteurs dits régaliens, institutionnels, comme les sapeurs-pompiers, comme les hôpitaux, mais aussi d'autres acteurs, d'autres formes d'expertise. Je crois qu'il ne faut pas oublier en fait, ce qui fonde le contrat social. Le contrat social, c'est quoi? C'est le contrat de confiance entre le citoyen et la réponse de l'État. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'attend le citoyen de l'État, de son institution, dans des crises qui sont source de rupture, source de chaos, chaos au sens de nos penseurs de l'Antiquité. C'est la première des questions. C'est la question, je dirais, politique de la gestion de crise, qu'on a parfois peut-être un peu trop tendance à oublier. La deuxième réponse, le deuxième attendu, c'est un attendu davantage opératif, davantage opérationnel. Je crois qu'il peut se résumer dans cette phrase: qu'est-ce que je dois faire, ou plutôt qu'est-ce que je peux essayer de faire pour éviter de me mettre dans une impasse au début de la gestion de crise, au début où survient le début de chaos. Quand ce chaos n'est pas encore véritablement compris, donc serré, identifié, quand on n'a pas mesuré, les pompiers aiment bien utiliser ce terme-là, les tenants et les aboutissants. Je crois que c'est la réponse déjà à ces deux questions. La première d'ordre politique: comment je dois ne pas altérer ce contrat de confiance entre le citoyen et l'État dans la réponse attendue, qui va concerner bien sûr plus que l'ensemble des acteurs étatiques. Et puis ensuite, sur un plan opératif, qu'est-ce que moi, premier acteur de cette chaîne, je dois faire pour éviter de me mettre dans une impasse
au départ de la gestion de crise. Déjà, si on a répondu à ces deux questions au début de chacune des crises, quelle que soit la nature, quelle que soit la dynamique, quel que soit l'impact, ben on voit le temps d'après de la réponse. Et le temps d'après, c'est essayer de structurer ensemble, essayer de donner un sens à l'action. Alors au départ, on va donner peut-être très peu de sens parce qu'on n'aura pas véritablement compris cette crise, parce qu'on n'aura pas fait appel à l'ensemble des expertises, parce qu'on n'aura pas travaillé ensemble, donc on n'aura pas instauré en amont une relation de confiance. Et finalement, mais on débouche sur quelque chose qui est pour moi vraiment le paradigme de la gestion de crise du XXIe siècle, c'est le partage de l'information, information en amont, information pendant et information après, quelle que soit notre nature d'acteur, notre appartenance, encore une fois, à une institution, au monde associatif, au monde privé, au monde de l'entreprise, à un quelconque service public, parce que chaque acteur et chaque expertise compte. Donc, le contrat de confiance, éviter l'impasse, donner un début de sens et être capable de partager l'information en amont, c'est s'entraîner ensemble sur des scénarios qui peuvent être, qui sont des scénarios de rupture. Parce que finalement, celui qui est habitué à manier une page blanche, hors procédure déjà établie lors des exercices, c'est le même qui, sur une crise nouvelle, sous très forte pression, pour répondre à votre dernier point, est capable de lister les 2-3 critères véritablement dimensionnants qui éviteront aux décideurs ou au comité des décideurs, suivant le type d'organisation qu'on souhaite mettre en place, de se mettre dans une impasse. C'est une réponse très simple. Série de questions complexes qui évoquent des questions incertaines. Et derrière, on voit le partage d'informations, bien sûr, c'est la confiance, c'est la créativité, c'est l'innovation, c'est aussi l'investissement dans des jeunes générations, leur transmettre une méthode, leur transmettre un fond d'expérience, parce que oui, notre génération, elle a été malmenée depuis une trentaine d'années avec de nouvelles crises, mais il importe pour nous maintenant de les rendre résilients, donc de leur donner les outils, de leur montrer ce qui a été, ce qui n'a pas été, pour éviter qu'eux-mêmes, sur des crises à mon avis qui seront beaucoup plus source de rupture et beaucoup plus brutales dans une société, dans nos sociétés occidentales qui sont très fragilisées, là, d'avoir un effet domino. Voilà ce que je peux amener en premier élément de réponse. Ce qui me traverse à l'esprit en écoutant les deux volets, vous dites, le premier sur le contrat social, je pense qu'il y aurait un arrachement à faire par rapport à nos tendances habituelles de dire il faut qu'on rassure. Et je pense que tout le monde est conscient que nous rentrons dans des univers qui ne sont pas maîtrisés au sens où j'ai tous les boulons qui marchent. Et donc continuer sur le mode il faut que je rassure, comme ça ira bien, et puis vous allez voir, je mets tout ça en place, donc c'est peut-être pas efficace, mais ça va rassurer. Je pense qu'il faudrait faire un pas de plus, un peu à la Churchill qui dit attendez, la seule chose qui ne pardonneront pas, c'est d'avoir menti. Voilà, exactement. Il faut à la fois responsabiliser et il faut en même temps recueillir l'adhésion active. Responsabiliser et recueillir l'adhésion active, ça implique un devoir de transparence dans la gravité de la gestion de crise et admettre peut-être qu'au départ, on ne maîtrise pas tous les éléments, mais qu'on y travaille. Donc c'est une forme de courage, effectivement, c'est le courage de Churchill en 1940, c'est le courage des grands décideurs, des grands hommes politiques. C'est pour ça que j'ai commencé ma première réponse à la gestion de crise, je l'ai remis au niveau du politique. Parce que c'est dans notre histoire quand même qui est assez riche, rien ne peut se faire sans l'adhésion active du citoyen. Sans aller paraphraser Thucydide, la force de la cité n'est pas dans l'épaisseur de ses remparts ni dans le nombre de ses vaisseaux, mais c'est dans la force de ses citoyens. Et cet effort de communication, alors ça dépend des crises aussi. Une crise qui est ultra rapide, qui est brutale, qui correspond à une menace, c'est-à-dire une intelligence, une dialectique des volontés. On va essayer d'imposer
la volonté de l'autre pour casser, disons, pour avoir un ascendant moral, sur une crise de 3-4 heures, si une crise terroriste, peut-être qu'effectivement, dans la première heure, pour des questions de sécurité, il importe de ne pas complètement communiquer. Mais ensuite, il importe de dire oui, on était frappé par un événement majeur, oui, on était frappé par un événement qui nous a fait mal, mais parce qu'on s'est préparé en amont, on a su faire face et on a limité la capacité de nuisance ou de destruction de ces acteurs de la violence. Là, vous avez un double message. Vous avez le premier message, à mon sens, qui est le plus important, c'est en direction des citoyens, parce que c'est contrat de confiance, parce qu'on s'entraîne en amont, parce qu'on s'est parlé pendant. Même si effectivement on n'a pas pu sauver tout le monde, on a quand même limité les effets destructeurs. Et puis vous avez un message très fort en direction de la puissance destructrice. Et vous voyez, vous nous avez tapé dur, mais on était capable de résister. Et c'est le sens, effectivement, du discours de Churchill, au moment du Blitzkrieg. C'est le sens des grands décideurs politiques, cette forme de courage, à la fois d'accepter, d'admettre qu'on n'a pas tous les éléments, mais qu'on y croit, parce que c'est l'ascendant moral et c'est ses capacités à travailler ensemble et éventuellement à admettre et à consentir des sacrifices qui nous permettra de dépasser l'ensemble des points de blocage qui sont propres à une inertie, je dirais, de fonctionnement bureaucratique ou administratif quotidien. Et ça, c'est logique. Comme on a le problème dans tous les pays du monde, pour impliquer les plus hauts niveaux exécutifs dans ce genre de réflexion, j'ai envie de dire, en écoutant ça, pour être convaincant quand on parle au public, le point fort n'est pas de mettre en avant l'organisation ou je ne sais quel moyen logistique, mais que le politique, le dirigeant soit capable de dire j'en ai fait personnellement une question sur laquelle je m'interroge et moi-même sur la page blanche, ceci n'est pas un problème puisque c'est mon travail au quotidien pour anticiper les situations, pour qu'on ne se mette pas soi-même, collectivité nationale ou internationale, en situation d'impasse. Et que le message soit vraiment d'exemplarité personnellement d'avoir pris en charge cette question et que ce ne soit pas seulement de la communication sur le thème nous avons des moyens pour faire face et je fais toute confiance aux moyens. C'est exactement cela. L'organisation pour moi est secondaire. Ce qui est déterminant pour recueillir cette adhésion active et pour avoir ce supplément d'âme chez le citoyen et qu'il adhère véritablement, c'est l'appropriation du décideur et en amont. Et ensuite, c'est le fait qu'il affirme sa responsabilité politique, d'assumer des choix qui seront peut-être durs, douloureux, mais il les assumera d'autant plus qu'il s'est approprié en amont. Que ce soit un responsable politique d'ailleurs ou un responsable d'un grand groupe du CAC 40 ou un grand préfet. Je crois qu'il faut qu'on puisse sortir de ces logiques capacitaires de plan qui ont été notre mode de réponse, qui nous a servi, qui a permis de structurer. Enfin, il ne faut pas comme oublier que cette logique de plan, de réponse structurée, de logique capacitaire, c'est la leçon de notre État-nation d'après la Seconde Guerre mondiale, enfin d'après les deux guerres mondiales. Donc, une nation, je dirais, qui était éprouvée, qui avait vécu l'expérience d'événements douloureux et qui avait cette adhésion active avec en plus un contexte où l'information était quand même n'était pas en circulation en flux permanent. Donc cette logique capacitaire de plan, elle a très bien fonctionné jusqu'au début, je dirais, des années 70. Et ensuite, je crois qu'on peut remonter ça. La rupture qu'on n'a pas véritablement identifiée parce que c'est un événement économique, mais la première crise du pétrole, où tout est imbriqué, où la notion de puissance, où la notion d'information qu'on ne contrôle plus, c'est là où... Et puis derrière, vous avez, d'emblée, vous avez les premiers événements technologiques avec Freeman Island aux États-Unis, les différentes pandémies jusqu'à Tchernobyl, et en passant par les différents accidents sanitaires qui ont touché notre pays. Donc la véritable démonstration pour garder cette capacité, c'est de dire, je suis là. 2, c'est pas parce que c'est inconnu que je ne suis plus là. C'est parce que c'est inconnu que je suis là et je me suis entraîné à mon niveau politique pour rester en contact avec vous et avec l'ensemble des acteurs de nos chances et nous allons faire face, comme vous disiez, avec détermination et courage. Enfin,
Si on n'a pas cette capacité, très très vite, Ouais. les mots vont déraper. Et vous savez que paradoxalement, on n'invente rien, hein, parce que c'est la philosophie grecque. Hein. Faut relire, Eh oui, faut relire Sénèque. Hein. Enfin, oui. c'est redonner du sens, je disais tout à l'heure, à l'action, au chaos, et puis assumer, et puis s'approprier en amont, donc travailler beaucoup. Et travailler pas qu'à partir des plans, travailler sur cette forme de courage, de choisir. Vous avez pu le voir sur l'événement malheureux du 13 novembre, qu'est-ce qui va être dimensionnant sur une crise à très forte pression et qui se déroule, qui n'a pas terminé d'ailleurs, on n'en voit pas l'aboutissement. On y a certes réfléchi en amont, mais on ne sait pas comment cela va impacter, interagir. Et on est d'emblée atteint dans notre réponse capacitaire. Donc il va falloir travailler autrement, il va falloir faire des choix. Et des choix qui sont douloureux, parce que ce sont des choix en termes de vie humaine. Donc là, c'est véritablement dramatique. D'où la nécessité de travailler en monde, de s'approprier cette responsabilité, et oui, de revenir quelques années en arrière. Et je crois que Churchill, c'est la parfaite illustration de l'homme politique responsable et engagé. Tous les cadres ne sont pas des outils de défense marginaux, mais c'est des outils que je peux utiliser, mais j'ai une autre ressource beaucoup plus forte, qui est la confiance en moi, en le groupe, voilà. Et en... La confiance en soi, la confiance en ses propres équipes, son premier cercle, mais aussi la confiance entre d'autres acteurs qui n'appartiennent pas. C'est pour ça que j'évoquais vraiment le partage de l'information. L'information est cloisonnée parce que le cloisonnement de cette information en fait, peut être interprété comme une source de pouvoir. Et c'est ça qui peut nous planter. C'est-à-dire de garder de l'information et ne pas la donner en espace commun d'exploitation à d'autres acteurs. Je dirais, dans certaines circonstances, ça peut même être criminel. Maintenant, où tout est imbriqué. Plutôt que le droit d'en savoir, sur certaines problématiques, c'est plutôt le devoir d'en savoir. Alors justement, sur la deuxième ligne qui était les capacités d'intervention, vous disiez partage d'informations. Et je voudrais vous écouter sur un point qui me semble vraiment important. Si on entre dans ces univers déstructurés, où on n'a pas la carte de départ, quel entraînement on a entre soi, avec les autres, pour non seulement partager le même langage, mais partager des questionnements. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en limite de capacité, si on était en limite d'intelligence sur la cartographie, et s'entraîner à partir de feuilles blanches, comme vous disiez aussi, pour partager des dynamiques collectives de fabrique d'intelligence et d'intelligence opérationnelle en situation pour laquelle il n'y a pas la carte. C'est un peu ce que vous faisiez en exercice. Quand on n'a pas la carte, on a un outil précieux. Ça s'appelle une boussole. Qui donne une certaine forme de référentiel déjà, et qui donne un sens. Ce référentiel sur une crise qui est remplie d'inconnus, dont on ne mesure pas du tout la violence, la durée, essayer de la structurer, de l'orthonormer avec un référentiel qui soit commun à l'ensemble des acteurs, ne s'interdire aucune entrée d'acteurs, aucune entrée de sachants dans la gestion de crise, c'est-à-dire que c'est décloisonner au-delà de l'information, mais disons la partie appréciation de situation, la partie réflexion commune, c'est élaborer effectivement très rapidement ces fameux 2 ou 3 critères dimensionnants, et ces 2-3 critères dimensionnants, oui, c'est le chef qui décide, qui a cette responsabilité de décider, mais il doit être en mesure de travailler avec une équipe qui, dans les premières minutes, va lui proposer 15 à 20 critères. Et cette équipe lui proposera 15 à 20 critères sous très forte pression, seulement si elle a confiance dans le chef, dans sa capacité d'écoute, et sur sa remise en question permanente, sur la capacité du chef à se remettre en question et à pouvoir douter dans cette première phase. Je crois qu'il faut accepter le doute aussi. Oui, avoir une boussole avec être capable de normer, de structurer, de donner un début de sens. Mais la qualité d'un leader dans la phase de réflexion, outre le fait bien sûr d'écouter son premier cercle et d'admettre d'autres sachants qui ne font pas partie de son premier périmètre de connaissances, c'est d'admettre le doute.
pour ne pas cesser justement inhiber, c'est à un moment donné, il faut aussi accepter de lâcher prise. Vous avez face à vous un superbe objet, c'est une méduse. La méduse, elle accepte de se laisser dériver dans le thermocline, entre le courant froid et le courant chaud. Mais la méduse, elle a toujours un sens dans sa trajectoire. D'ailleurs, si vous essayez de les attraper, avec beaucoup d'élégance, elle va s'éclipser. Le chef, c'est celui qui est capable de douter, d'être pessimiste, c'est-à-dire de faire fi de toutes ses certitudes dans cette phase, de cesser un peu, d'accepter de lâcher prise, parce que le temps dans ces phases de réflexion, c'est quelque chose de précieux, c'est du luxe. Donc accepter pas de perdre du temps, mais de concéder du temps pour la réflexion, de douter, mais vraiment à très grande vitesse, c'est une réelle plus-value pour moi du chef, du leader, en posture de crise. Et une fois qu'il a arrêté une idée, qu'il a convaincu tout le monde, et qu'il a un début de sens de l'action, mais là, et c'est ce qui est difficile, il faut passer du statut de pessimiste et de doute à celui d'optimiste. Pas forcément pétri de certitude, mais d'optimiste. Et je dirais presque naturellement, on arrive en cheminant tous ensemble à structurer collectivement une action. Et cette action, elle sera toujours, dans un premier temps, en inadéquation, surtout en inadéquation capacitaire par rapport à cette crise. Mais on donne un message fort de confiance à nos concitoyens, on crée une masse critique de réflexion, on crée une masse critique d'action, d'attente, de compréhension, et sur des crises de 72 heures à 1 ou 2 semaines, si on arrive à créer l'ensemble de ces conditions-là, de température et de pression, je pense que ça peut passer. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est sur une crise structurelle, enfin plus qu'une crise d'ailleurs, véritablement une rupture, qui touche notre mode de fonctionnement, qui est lié à la connectique. Là, si on avait une rupture électrique là, pendant 1 à 2 semaines, là oui, ça serait. Là, c'est davantage la résilience de chacun et collectif plus que le mode d'organisation. C'est-à-dire, c'est la capacité à la fois de. Là, on a mis la barre assez haute sur un plan intellectuel. Il faut être en mesure d'être aussi vertical vers le bas, c'est-à-dire d'être en mesure de travailler en mode très dégradé et très rustique. Donc c'est une plasticité intellectuelle qui est à la fois verticale, horizontale. Donc verticale en termes de leadership très fort sur le moment où il faut donner l'inflexion, et puis d'horizontalité et d'écoute de façon à agréger rapidement les éléments que chacun peut amener là autour de la table et qui sont véritablement nécessaires à la compréhension de la manœuvre. Et les crises sont de plus en plus incertaines, de plus en plus, les militaires disent, de brouillard de la guerre. Donc c'est vraiment des éléments qu'on va collecter, je dirais pratiquement, sans même, hors souvent d'un processus de réflexion très, très câblé, très ordonné, comme ce qu'on peut faire sur une conduite d'opération planifiée. C'est ça la difficulté. C'est que le chef il doit être capable de saisir très rapidement le meilleur de ses collaborateurs, hors processus. Alors, j'ai 3 rebonds qui viennent à l'esprit en vous écoutant. Le premier sur l'expertise. On a jusqu'ici l'habitude d'avoir des expertises, des sachants dans un domaine particulier, et le dirigeant peut demander au sachant où il en est. S'il est plus loin, il pourra demander, comme disait Dominique Dormont, quelle est la limite de votre savoir. Je pense ici, il faudrait qu'il puisse avoir aussi des experts en expertise lorsque la feuille est blanche. Et donc ils ne sont pas là pour dire ce qu'ils savent, ils sont là parce qu'ils sont extrêmement doués et entraînés à reconstituer des boussoles, des jalons en situation inconnue. Et ça, c'est pas trop dans nos cultures administratives, universitaires. Ça, c'était le premier point. La seconde, quand on parlait, on a perdu la cartographie, on va la reconstituer. Est-ce que, vu l'ampleur et la fréquence des sujets d'aujourd'hui, ce serait pas intéressant d'avoir une microcellule qui va s'acharner depuis le début, en ayant entraîné avant évidemment, à reconstituer de la cartographie. Et ça peut être des sujets très étranges, du genre, on commence, si c'est un exercice, après avoir eu un temps d'échec. Donc ça ne va pas marcher. Comment je reprends après un échec? Et la troisième chose que j'avais en tête, c'est si tout d'un coup, comme
vous disiez c'est beaucoup plus compliqué. Comment je fais, non pas avec un système organisé, mais avec des nids de résilience sur lesquels je vais m'appuyer. Voilà ce qui me passe à l'esprit. La première et la deuxième question se rejoignent. Alors, je vais répondre là de manière pragmatique, enfin très, très pragmatique. En fait, au départ de chacune des crises, il faut être capable de mettre un échelon, enfin c'est pas le terme, mais mettre une équipe d'observation à côté, de façon à ce qu'il n'ait pas la pression de la conduite. Et eux, c'est très révélateur, ils vont voir tout de suite ce qui ne va pas. Sous réserve qu'eux-mêmes, ils savent se discipliner pour ne pas intervenir dans la conduite de l'action. Et ce qui permet, parce qu'ils n'ont pas utilisé leur potentiel intellectuel, ici j'utilise le terme de on a bouffé glycogène ou pas, enfin le carburant, sur un cas non prévu, d'intervenir. Alors à la brigade, on a ce type de cellule qui s'isole, qui est à la fois qui observe ce qui se passe et qui en même temps, par rapport à la crise, va essayer de travailler sur 2-3 hypothèses complètement qui ne sont pas du tout orthodoxes, pas conventionnelles, mais qui peuvent déstabiliser. Alors généralement, on refuse de les voir, parce que c'est très humain. On refuse de les voir parce que le chef, une fois qu'il a donné un début de... C'est pour ça qu'il faut que les deux cellules soient indépendantes. Et un début d'action, il ne veut pas avoir parce qu'il doit être optimiste. Donc parce qu'il doit être optimiste, c'est normal que le chef qui conduit l'action ne doit pas voir les grains de sable potentiels. Par contre, la cellule qui travaille à la fois en observation de révélateurs, là, des dysfonctionnements, des problèmes de synchronisation avec d'autres acteurs, qui doit vraiment, c'est plus difficile de maîtriser le cadre temporel. Parce que le cadre temporel, c'est à la fois le facteur de succès, mais c'est également la première chose qu'on oublie. Si elle travaille sur des options qui sont qui sont celles les pires, qui peuvent mettre à mal toute la manœuvre qu'on a eu beaucoup de peine à identifier à partir de cette fameuse page blanche, mais je pense que ça permet d'absorber. Je ne dis pas que ça permet de réussir, mais ça permet d'absorber. Maintenant, sur le deuxième point, c'est clair que maintenant, pour moi, toute crise, alors c'est ce que j'appelle dans le vocabulaire un peu pompier, enfin ici la stratégie réticulaire. C'est-à-dire que c'est pouvoir s'appuyer sur on ne peut pas d'un seul coup, on peut difficilement avoir une manœuvre avec une trajectoire linéaire, avec un effet obtenir dans un cadre espace-temps bien déterminé, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Par contre, on a la solution de s'appuyer sur des points d'appui qui fonctionnent, alors soit géographique, soit fonctionnel. Et puis, ça arrive généralement, l'expérience montre que ça prend. Et par capillarité, soit on arrive à agréger des capacités fonctionnelles qui sont reconstituées ou qui commencent à produire des effets, ou soit géographiquement, on arrive effectivement à agrandir les zones dans lesquelles la crise n'est peut-être pas traitée, mais sous contrôle. Et cette stratégie réticulaire, si vous apercevez que c'est notre mode finalement de fonctionnement de notre société du XXIe siècle, parce que c'est le moyen, j'ai utilisé en amont le terme de partage de l'information, et l'information maintenant, elle n'est que réticulaire, elle n'est que par réseau. Donc pour moi, la stratégie des réseaux, c'est à la fois l'information, la transmission, la communication de l'information, bien sûr, mais c'est également, ce sont des points d'appui, alors qui sont assez frustrants pour un chef qui a l'habitude de travailler de manière verticale avec un chef, une mission, des moyens et un objectif visible, parce que là encore, ça signifie, comme la méduse, c'est à un moment donné, il faut lâcher prise et attendre sur de différents points, qu'ils soient fonctionnels ou géographiques, que la situation s'améliore. Et généralement, c'est très créateur quand on le teste en exercice. En modélisation, c'est un peu plus difficile, donc il faut avoir beaucoup d'imagination. Mais on s'aperçoit que ça ouvre la porte à d'autres options, mais c'est penser véritablement autrement, différemment, et pas du tout sur un mode très, très verticalisé, qui est en fait notre mode de gestion de crise depuis 1945. Vous parliez d'exercice, j'ai eu un flash qui me passait par la tête. Vous partez avec 5 de vos adjoints, vous avez été invité à New York, et on vous a laissé carte blanche pour leur faire l'exercice. Et on vous a dit, voilà,
Faites-nous un exercice pour tester notre capacité de pilotage sur quelque chose qui ne soit pas le workshop, mais qui soit autre chose. Vous avez des idées sur comment vous les testez, enfin, vous les mettriez en situation de devoir inventer Ils ont eu Sandy, ils ont eu Worktrade. Sandy, Worktrade. Qu'est-ce que vous mettriez sur le tapis pour les aider à aller plus loin dans le questionnement? Moi, j'essayerais d'inventer une crise qui touche des émetteurs communs de tout le monde. Et de la même façon que je vous ai dit, c'est le partage d'informations qui pour moi est un facteur de succès, mais une crise fondée sur l'absence de partage d'informations. Et là, on est vraiment dans l'aboutissement après avoir mis en avant ce paradigme, comment on fait si ce facteur de succès il est véritablement mis à mal. C'est de l'incompréhension de ce qui se passe. Et dans le fameux de quoi s'agit-il, c'est-à-dire quand il s'agit pour la première fois de verbaliser une crise et de l'exprimer dans les grandes lignes, avec, donc ça c'est le fameux point de situation, et puis après comment on peut évoluer avec l'appréciation de situation, mais de revoir plusieurs fois sa copie en peu de temps. C'est-à-dire de concevoir des organisations, des systèmes de commandement, de prise de responsabilité, tout ce dont on a discuté, là, qui pour moi sont des facteurs de succès pour affronter les crises modernes, que ça soit un échec parce que pour une raison technologique, humaine, peut-être une cyberattaque, tout ce qui est, on n'arrive pas à faire ce fameux partage d'informations, on n'arrive pas à faire ces échanges d'experts, on a des comptes rendus complètement biaisés cognitifs, qui ne correspondent pas à la réalité, et on rentre dans une séquence où finalement on en arrive à mythifier l'inconnu, c'est-à-dire à perdre toute rationalité. Parce qu'on est sous un stress aigu, parce que même les repères, ou la boussole, ou les outils hors planification, mais nouveaux, elles sont réduits à néant. C'est-à-dire que, et là, moi je pense que c'est faisable comme scénario, et je crois que ça serait très très intéressant. Et finalement, on revient aux deux points que nous avons évoqués ensemble précédemment là, par rapport aux questions. C'est la stratégie réticulaire, pour éviter de rester dans l'inaction, au moins faire quelque chose, tout en évitant de se mettre dans une impasse. Ça permet, et puis c'est d'être capable de fonctionner en mode dégradé, en mode rustique. Et ça, c'est de plus en plus difficile. Et on concilie, de la même façon, c'est concilier, combiner pessimiste et optimiste. C'est accepter de faire confiance en laissant travailler par petits domaines, et puis en même temps d'abandonner tout le high-tech, toute cette fameuse connectique qui permet de travailler en réseau. Donc là, c'est deux approches complètement opposées, mais celui qui est capable de faire ça actuellement, je pense qu'il est capable de traiter une bonne partie des crises, même celles qu'on n'a pas encore pensées, au-delà des effets sur le terrain, etc. Alors vous allez avoir, dans cette optique, de quoi s'agit-il en mutation. Donc il faut couvrir après pour essayer de clarifier au maximum. Des cellules d'anticipation qui sont culturellement habituées à regarder ce qui pourrait gêner la manœuvre, alors que là, c'est plutôt dans mon jargon, la force de réflexion rapide, c'est que ça ne va pas gêner la manœuvre, c'est qu'elle est mise en mode échec. Donc là, on est là-dedans. Et alors que vous êtes obligé de naviguer entre les icebergs pour mettre du sens et de la cohérence là-dedans, vous allez avoir deux injonctions qui vous tombent dessus. L'injonction politique qui, elle, quelque part dans son ADN, a envie de mettre des étiquettes tout de suite en disant voilà, c'est ça. Et puis l'injonction médiatique avec breaking news immédiatement qui vous met en boîte, alors que vous êtes justement en train de voir la dynamique. Et avec au ras du sol, les gens qui disent mais ils racontent n'importe quoi, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Là, les réseaux sociaux avec le niveau basique qui est en liaison avec votre pensée. Tous les écosystèmes. Voilà. Et vous retrouvez dans cette chose-là avec le seul qui doit rester lucide, l'esprit clair. Et sur le mode, c'est pas parce que c'est compliqué pour c'est le chaos qu'on a fini, justement c'est normal, on va commencer comme ça. Je vois cette difficulté. Toute la difficulté, c'est de ne pas rentrer dans une case.
qu'on continue à nous faire confiance, même si on ne rentre pas dans une case. C'est un peu comme la sélection des élites, ça. Mais ça, c'est faisable que si en amont, on revient. Eh oui. C'est que le politique, il a accepté de prendre ses responsabilités, qu'il s'est approprié, et qu'il accepte que ses décisions ne vont pas rentrer forcément dans cette fameuse case. Et quelque part, peut-être que c'est un peu exagéré, mais que le politique soit venu vous voir en disant qu'est-ce que vous attendrez de moi le jour où on ne comprendra plus rien, pour essayer d'éviter des réactions réflexes qui ne seront pas les bonnes puisque c'est que du réflexe, pour essayer d'éviter, bon, c'est aussi compliqué que ça, on peut laisser partir, ou bien de partir dans un mythe en disant écoutez, c'est extraordinaire, je vais vous dire tous les jours qu'on ne sait rien et qu'on ne fait rien. Bon, pour essayer de restabiliser, mais une culture qui a été préparée à ça. Et là, il y a beaucoup de travail à faire dans tous les pays du monde. Je pense, enfin, si vous me posez la question maintenant, je vous dis c'est pas possible. Parce que les mentalités des décideurs et puis des opinions, des médias, en fait, l'ensemble des acteurs n'est pas prêt. Si vous me reposez la question dans quelques années, et sous réserve qu'on établisse un pont, une relation entre les chercheurs, entre les opérationnels, entre les politiques, enfin les responsables, et puis qu'on se tourne de nouveau vers la population, ce qu'on appelle un peu la résilience, mais c'est largement galvaudé, mais pour leur dire toute la difficulté de gérer les crises, mais en même temps qu'on y travaille. Donc ça, ce processus-là, il n'est pas mature, et sous réserve d'en avoir cette volonté politique avant plusieurs années. Et à l'échelon de la France, si tous les clignotants étaient au vert, je pense qu'on serait, dans le meilleur des cas, on serait capable d'absorber ce type de crise pas avant 5-6 ans, parce qu'il y a un travail de réflexion, il y a un travail de concertation, il y a un travail de diffusion, il y a un travail de pédagogie. Et la confiance, ça se décrète pas systématiquement, surtout sous forte pression. Parce que la crise, comme la guerre, d'ailleurs, c'est révélateur à la fois parfois d'une grande humanité ou de qualité exceptionnelle, de courage, d'héroïsme, mais c'est aussi un révélateur de couardise, de lâcheté, de non-prise, c'est logique, de décision. Donc, pour arriver à atténuer tout ça, je pense que c'est plusieurs années de travail commun avec des acteurs qui sont encore trop segmentés et qui travaillent trop dans leur champ de compétences et d'expérience sans véritablement communiquer. On le voit, les articles enfin, chacun reste dans son domaine et les opérationnels reprochent aux chercheurs de ne pas avoir les pieds sur terre, et puis les chercheurs reposent aux opérationnels leur vision un peu binaire, un peu tactique. Et c'est encore l'État. Il y a quelques universités dans le monde qui pratiquent ce type d'échange. Et on en voit d'ailleurs, on se sent rajeuni quand on sort d'une session là, qui est animée par quelques grands qui sont très humbles, mais qui mettent en communication ces différents mondes. Et si on passe par les cas, il y en a deux qui m'avaient beaucoup frappé. Sur le World Trade, quand dans ce livre où il donne les 152 minutes, ou je sais pas combien, à l'intérieur des tours, ils disent la seule expertise dont on pouvait disposer, c'était les victimes elles-mêmes, et certains avaient trouvé des voies de sortie. Et leur dire appelez le 911 et le 911 va vous envoyer des moyens, rassurez-vous, ils vont arriver, c'est pas le sujet. Il fallait que le 911 se transforme en plateforme d'échange d'informations venant des gens qui étaient dans les tours et retournant les gens qui étaient dans les tours. Et je trouve que ce changement complet de vision, moi, ça m'avait beaucoup frappé. Et le deuxième exemple que j'ai vu qui m'a frappé également, c'est ce bouquin sur An American Dunkirk, quand tous les ferries vont évacuer 350 000 personnes, 500 000 de manière spontanée et hors planification. Et avec les Coast Guard qui regardent, tant que ça reste responsable avec des gens compétents et qu'il n'y a pas d'écart,
même s'il y a des petits écarts sur le mode maison à remarrer leur bateau à un arbre qui n'a rien demandé, on laisse faire. Et je trouve qu'il y a des messages là-dedans qui très forts, tout à fait. Alors ça, modestement, à l'échelle de la brigade, on a essayé sur le premier cas, là, c'est-à-dire de rendre acteur la victime. Ce qui se fait depuis peu, lorsque vous appelez le 18, donc le numéro d'urgence, et que vous trouvez, vous décrivez une personne qui est visiblement est en arrêt cardio-respiratoire, ben, l'opérateur va vous rendre acteur. Plutôt que de vous dire, vous inquiétez pas madame, on arrive, il va vous le dire, vous inquiétez pas madame, on arrive, mais en même temps, madame, il va vous donner des consignes, ou monsieur, des conseils très simples qui vont vous permettre d'attendre l'arrivée des secours. Donc de sortir, de contribuer et de préparer. Donc ça, individuellement, on en fait une théorie, une doctrine, et je pense d'ailleurs qu'on a pu sauver, enfin je pense pas, c'est que j'en suis sûr, c'est qu'on a sauvé des vies. Donc on est en train d'essayer de les quantifier, parce que justement, c'est ce type de comportement on rend finalement le citoyen acteur de sa propre, non seulement de sa propre sécurité, mais de la sécurité de la personne, des victimes là. Je pense qu'on a un bilan quand même qui est assez intéressant à étudier. D'ailleurs, on utilise la stratégie de réseau, on utilise la connectique, et cette expérience, on cherche à la développer, à la promouvoir avec des petites applications qui fait qu'en fonction des capacités, enfin de votre connaissance de certains gestes de survie, en fonction de votre positionnement à proximité d'une victime qui souffre d'un arrêt cardio-respiratoire, de vous engager, c'est-à-dire de mettre le bénévole, dont ce n'est pas le métier, le volontaire. Et c'est ça qu'il faut arriver à créer sous forme d'une stratégie au sens noble du terme. C'est-à-dire que chacun est acteur de sa propre sécurité, mais aussi de la sécurité de son écosystème, de sa communauté, enfin, bien sûr de sa nation. C'est-à-dire le rendre responsable. Et on revient au contrat de confiance, on revient au fait qu'il faut dire la vérité, qu'il faut en même temps éduquer, qu'il faut donner les outils, et qu'il faut accepter de se remettre en question en tant que leader, et voire même en difficulté. Mais écoutez, admettre au départ, je ne sais pas, mais on va y travailler, on va partir ensemble. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qui est quand même pas... l'attitude des Coast Guard, finalement on est dépassé. Il y a une attitude spontanée, généreuse, qui serait incapable à réaliser une manœuvre, qui aurait été très complexe à réaliser en termes de planification, et ça se passe bien. Parce que justement, on devient acteur de sa sécurité, de la sécurité des autres, on est encadré, on n'est pas freiné. Celui qui sait, ce n'est pas que l'institutionnel. Parce que les crises, c'est pas que des feux, c'est pas que des inondations, ce ne sont pas que des accidents de transport de matières dangereuses, c'est des phénomènes, on l'a évoqué, qui dépassent le champ de la réflexion du possible, de la prise en compte. Donc face à ça, il n'y a que la dimension collective. Et j'ai envie de dire, en tant que soit responsable politique d'un grand pays, quel que soit le niveau, ou en tant que dirigeant d'une grande unité, le véritable chemin pour garder sa capacité, son énergie, sa crédibilité, sa dignité, ça va être justement de dire je suis engagé sur ces terrains-là qui sont ces terrains d'aujourd'hui, je suis engagé personnellement et toute notre unité est engagée là-dessus. Le questionnement est pour nous le point numéro 1, même si on ne perd rien en capacité d'intervention. Et donc on va ensemble affronter ces questions d'aujourd'hui et de le réaffirmer extrêmement fort, pour ne pas seulement être à la remorque médiatique ou à la remorque de la dernière. Tout à fait, ou d'être purement dans une dynamique de communication, quoi. Et qui ne serait plus acceptée par notre société d'aujourd'hui, quoi. Ça, c'est, vous voyez bien avec les interrogations, légitimes ou pas, sur des problématiques sanitaires liées à l'alimentation. Vous voyez même la question des vaccins, finalement, qui a comme ça réussi
à prévenir l'humanité d'un certain nombre de fléaux qui est remise en question, quoi. C'est-à-dire qu'on en est même maintenant où non seulement on n'a pas forcément les outils structurels adaptés pour faire face à ce type de crise, mais en plus on prépare le terrain médiatique pour d'emblée avoir une théorie du complot. Je pense qu'on a bien touché le fond, et c'est parce qu'on a touché le fond qu'on devrait mieux pouvoir remonter, et que si on a une volonté politique justement de prise en compte de l'ensemble de ces problématiques, on devrait en sortir grandi, quoi. Enfin, on devrait en sortir avec, au moins avec une attitude, une posture individuelle et collective de sachants, d'experts ou non sachants, de simples citoyens qui devraient nous permettre d'affronter avec le maximum de chance l'ensemble des crises, sachant qu'aussi, et quelque chose qui est difficile, c'est comme un deuil, hein. Certaines crises, il faut aussi savoir accepter qu'il n'y aura pas forcément un retour à l'antériorité, et très rapidement. On rentre dans une sphère où il faudra peut-être vivre autrement sur des crises majeures, durables, qu'on n'a pas encore véritablement affrontées, quoi, parce que une grande pandémie avec une disparition d'une partie de la population, là, c'est les grandes épidémies de peste, ça remonte à plusieurs siècles, hein. C'est très... là, ça met véritablement en péril notre société, hein. Et ça, on l'a... Alors, vous imaginez le tout dans un... Relisez Genot, hein, Hussard sur le toit. Là où on a le paradoxe, c'est qu'à la fois, c'est extrêmement grave de devoir affronter variole, peste, généralisée. Et dans le même temps, lorsqu'on tombe sur un H1N1, les États-Unis mettent 3 jours pour dire attendez, c'est du H1N1, c'est pas du H5N1. Et quand on met 7 mois pour découvrir la même chose dans notre pays, on a le temps de perdre sa crédibilité et de préparer la perte suivante. Donc comment on fait pour à la fois être capable d'affronter le très très grave ce qui se produit et de ne pas avoir une fixation sur le très très grave si on a du grave pour être capable justement de cette flexibilité mentale et de ne pas qu'on a un rail. Je crois qu'il faut être... Il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé, au-delà de la souplesse, de la problématique, c'est la réversibilité. C'est être capable d'emblée de... Peut-être pas crier au loup, dire attention, ça peut être dangereux et fortement destructeur. Et le temps de faire de la levée de doute, c'est être capable de dire non, c'est pas destructeur parce que ça aurait pu l'être, et maintenant on revient à une posture normale. Et c'est là la résilience. Et vous voyez même sur une attaque, sur l'action, pas forcément terroriste, mais pouvant s'apparenter à une action terroriste dans un grand hub économique, la force de l'État-nation, outre la neutralisation de la menace, mais généralement qui est très rapide, une des menaces, c'est être capable de dire dans la première demi-heure, bon, c'est un acte qui est purement circonscrit, on redémarre et on ne bloque pas pendant 3 heures, 4 heures avec une dimension économique faramineuse, avec en même temps finalement une perte de crédibilité du citoyen dans le discours après donné par les autorités politiques. Mais là, ça implique aussi une prise de risque. Ça implique de faire confiance à ses équipes. Ça implique peut-être à revoir certains processus. Mais cette prise de responsabilité, cette prise de risque donnera toute la crédibilité, surtout quand elle verrait, disons, aux futurs décideurs dans des futures crises. Parce que celui qui est capable de dire attention, ça peut être une crise majeure, on cherche, on creuse, on confirme ou on affirme c'est une crise mineure, il sera d'autant plus crédible. Donc on revient à une posture tout à fait normale. Quelques temps après, pour dire attention, là c'est une crise majeure, on confirme, on confirme que c'est une crise majeure. Donc là, on rentre véritablement dans quelque chose d'inconnu. Et là, il aura à gagner, entre guillemets, les galons de sa crédibilité. Mais il faut être capable d'avoir cette prise de responsabilité. Ce qui repose encore aux questions d'exercice, c'est-à-dire de développer aujourd'hui des exercices de rapidité dans le changement de pied. D'agilité intellectuelle.
et agilité de remettre après l'ensemble des troupes dans un ordre un peu différent, rapidité en matière de logique de communication, et donc et non pas de rentrer dans le bel exercice qui va se terminer à 15 heures, etc. Mais d'avoir des changements de pied extrêmement rapides à l'intérieur sur le mode, c'est pas ça du tout, c'est autre chose. Ah ben non, on s'est trompé, on recommence, pour réduire le temps, la gravité des erreurs. Et le temps de reprise, une fois qu'on a détecté là où on en est. Exactement. Je vais raconter une anecdote, même ici. C'était quoi, il y a un an? On monte un exercice ultra complexe. Et le but de cet exercice, c'était éviter justement de dupliquer les recettes. Notamment, c'est un exercice à connotation terroriste du 13 novembre. Et c'est un exercice qui devait durer 4 heures. Et puis, l'exercice a duré 20 minutes. Et j'ai fait durer que 20 minutes, parce qu'au premier point de situation, tout était bon. Alors, c'est peut-être une chance, mais je voulais surtout créer un facteur psychologique. On ferme, c'est bon, vous avez compris. Enfin, je pense qu'on s'en s'est tiré, vous avez bien analysé. Et c'est pas une attitude très conventionnelle. Être capable de sortir d'une séquence de 4 heures, alors bien sûr je sors de la phase retour d'expérience, mais en 20 minutes, c'est la même chose dans la vraie vie. Mais finalement, dans la vraie vie, si on n'est pas passé suivant un processus maintenant qui est devenu administratif et plus politique, où il faut cocher un certain nombre de cases, mais on considère que la crise a été maltraitée. Au contraire, c'est pas ce qu'attend le citoyen, c'est se mettre aussi en vulnérabilité avec les médias, et puis c'est aussi pas par rapport à une crise naturelle ou technologique, mais par rapport à une crise d'origine humaine, c'est donner son mode de fonctionnement. Donc c'est donner ses vulnérabilités. Parce que c'est donner sa cohérence, c'est se rendre prévisible. Et si vous avez un acteur qui cherche à casser votre cohérence pour justement entamer ce contrat de confiance avec l'institution, et qui va chercher à vous mettre en défaut, il va vous regarder comment vous allez dupliquer et répéter le même schéma de pensée. Ça vous rappelle Marc Bloch. On a une doctrine qui est adaptée par rapport à la stratégie, l'équipement, etc. Là, on est en plein dedans. Le cas qui m'a le plus intéressé sur le changement de pied, c'était l'avion d'El Al sur Amsterdam qui s'écrase. Donc la vision mentale, c'est qu'il y a 400 personnes dans l'avion, en fait, il n'y en a que 4. Après, il y a beaucoup de morts là, mais il n'y en a pas. Puis on oublie l'essentiel. C'est que des immigrés. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu dans l'avion? Il n'y avait rien. Puis après, il y a du chimique. Puis après, il y a du sarin. Puis après, il y a de l'uranium appauvri. Ça dure 10 ans. Et à chaque fois, c'est autre chose. Et parce qu'on oublie l'essentiel, finalement. En oubliant l'essentiel, c'est que c'est un peu votre première question. C'est-à-dire dans chaque question, il y a un peu un paradoxe par rapport à une facilité. Sur feu, c'est exactement la même chose, contrairement. On dit souvent que les pompiers ont une vision tactique très, très binaire. Et l'expression visible d'un feu, c'est pas forcément le foyer principal. Ça peut être une propagation. Et la propagation peut cacher l'ampleur et le drame. Si j'illustre mon propos, là, pour voir vous imaginez un bel immeuble haussmannien avec 7 étages, dans une belle avenue parisienne, et puis vous avez un feu au 2e étage. Et les flammes sont embrasées sur 2-3 fenêtres. Et le premier chef des pompiers, il peut dérouler son raisonnement. Je vois 2-3 fenêtres embrasées, je suis au 2e étage, j'ai 5 étages au-dessus, donc je vais demander ces fameux plans-là, ce qu'on appelle un renfort habitation. Le feu, la fumée, les gaz chauds montent, donc je vais être en mesure de traiter les 5 niveaux supérieurs. Et finalement, j'ai coché la case. Et s'il n'a pas été voir derrière ce qui se passe, peut-être que le feu, c'est qu'une propagation par une courette, un puits de jour, d'un atelier situé en 2e arrière-courette, d'un immeuble à usage d'habitation, sur lequel on ne peut plus déjà aller secourir les personnes. Donc il va se focaliser sur quelque chose qui est stressant, qui peut sembler complexe et pour lequel il y a une réponse facile avec des plans, une réponse pratiquement réflexe, mais il aura nié la complexité, les fameux tenants et aboutissants. En plus, il y a des dialogues, ils montreront. Et l'aspect visible. L'aspect visible d'une crise aussi peut être... donc sur la réversibilité, oui, bien sûr, il faut l'être. Mais l'aspect visible d'une crise peut être très, très piégeux, quoi. Ou une crise qui peut s'apparenter à ce qu'on a déjà vécu dans le passé. Qu'elle soit naturelle
ou en pire encore, ce soit une crise avec une intelligence humaine nuisible derrière, là c'est véritablement le piège. De dérouler, de dupliquer, de mettre en œuvre ces recettes, alors qu'il faut rester sur des principes généraux de réflexion qui permettent justement cette agilité intellectuelle, qui permettent ces choix, qui permettent cette réversibilité. Si vous déroulez que des checklists de procédures, il suffit qu'il y en a une qui ne soit pas respectée et vous pensez... C'est important, hein, les procédures. C'est important, mais pas au niveau de la réflexion. C'est important au niveau de l'exécution. Quand on est confronté à la menace physique, au risque physique, oui, là on a besoin de procédures. Parce qu'il faut encadrer l'action pour des questions de sécurité, etc. Mais dans la réflexion, si vous amenez au niveau de la réflexion, de la conception, ces procédures-là, vous êtes foutus, à mon sens. Peut-être une dernière question pour prendre tout votre temps. Vous allez organiser, je trouve ça absolument merveilleux, une rencontre internationale sur les sujets les plus complexes en termes de pilotage là-dessus. Qu'est-ce qui vous ferait dire à la fin que ce que vous avez organisé, ça répond à vos besoins d'aujourd'hui et à vos espoirs par rapport à cette rencontre internationale? Qu'est-ce que vous donneriez comme objectif et qu'est-ce que vous attendez à la fin? En fait, ce que j'attends, ça ne sera pas mesurable le jour J. Ce que j'attends, c'est que quelqu'un s'empare de l'idée. Et parce qu'il il a adhéré à l'échange, il a appris des choses, il s'est remis en question, et qui va éprouver la même envie de créer ce type d'événement que les mêmes acteurs n'ont pas. Et ça veut dire, là, ça rejoint la stratégie réticulaire. C'est-à-dire que ça se développe. Ça veut dire que finalement ça a pris et que oui, c'est une question de temps, 2 ans, 3 ans, et comme ce sont des universitaires de renom avec des unités opérationnelles de renom, finalement ça va peut-être entraîner les autres. Donc pour moi, c'est pas mesurable le jour J, c'est mesurable 1 an après. Si 1 an après ça reste lettre morte, ben c'est échec. Peut-être parce qu'on s'y est mal pris, peut-être parce qu'on était ambitieux, peut-être parce qu'on n'avait pas les bons acteurs. Peut-être parce qu'on n'a pas su communiquer, qu'on n'a pas su verbaliser l'attente et le besoin de se retrouver ensemble là, entre 2 continents, donc 2 modes de pensée complètement différents, hein, la vieille Europe et puis le nouveau monde, entre le monde des opérationnels et puis le monde universitaire. Moi, je suis persuadé que ça va fonctionner. Et je suis persuadé que dans 1 an, dans 1 an et demi, ça va essaimer, alors peut-être pas à Paris, mais j'espère... à Harvard, à New York, pourquoi pas à Singapour, ou pourquoi pas aussi dans ces fameux petits pays là, qui ont une capacité de réflexion qui doivent parfois nous interpeller. Merci. Merci.